Merci beaucoup, je suis ravie de vous retrouver. Je vais commencer par un mot de remerciement. Bonjour à ceux qui sont un peu plus loin. Merci de continuer à vous mobiliser, merci de résister, merci aux organisations de faire preuve d'unité, ça a été dit, c'est pas facile de tenir sur plus d'un an avec les positions, les sensibilités de chacun et de chacune. Donc il faut absolument qu'on soit tous mobilisés pour ce souci d'unité. Parce que la bataille qu'on mène, elle n'est pas terminée. Le cessez-le-feu qui a vu le jour récemment n'est pas une victoire politique. Ce cessez-le-feu, j'ai eu l'occasion de le dire au Parlement européen, a un goût amer. C'est un impératif uniquement humanitaire, ce cessez-le-feu. Et on ne peut pas se contenter de se réjouir, en tout cas se réjouir que les armes simplement se taisent. Il faut que cette bataille, elle soit maintenue pour arracher une justice. Et donc ce qu'on doit marteler partout, en tout temps, à l'Assemblée nationale, au Parlement, dans vos organisations respectives, via les voies diplomatiques, mais aussi dans la société civile, c'est qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Et cette justice, chacun l'aura compris, on ne va pas l'offrir sur un plateau aux Palestiniens. Nous devons continuer, maintenir ce rapport de force. Le cessez-le-feu qui a eu lieu en réalité, il a certainement eu lieu, comme vous l'avez vu, grâce à l'appui des Américains, puisqu'on est dépendant malheureusement de ce rapport de force, mais c'est aussi grâce à la mobilisation à travers le monde. C'est cette pression populaire qui pèse sur les États, pèse sur les décideurs et qui nous permet d'arracher petit à petit des victoires. Cette justice, on peut l'obtenir puisque les leviers existent. Nous ne demandons pas des miracles, nous demandons le respect du droit international à minima. Et donc ça a été dit, il y a des procédures qui sont en cours devant la Cour pénale internationale, devant la Cour internationale de justice, devant d'autres tribunaux à travers le monde, notamment pour le cas des soldats binationaux qui ont commis des exactions à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Donc cette justice, il faut qu'on puisse l'arracher. Et moi, je vais citer les leviers que nous avons au Parlement. Donc cette banderole, elle est extrêmement importante. Je vous invite chacun et chacune à relayer cet appel de plus de 250 parlementaires qui demandent la fin de l'accord d'association, notamment entre Israël et l'Union européenne, sans le soutien des États européens et sans le soutien, donc là c'est là que ça se joue pour nous citoyens français et européens, sans le soutien de l'Union européenne, Israël ne pourrait pas faire ce qu'il est en train de faire. Les accords qu'il y a en ce moment entre Israël et l'Union européenne continuent d'une certaine manière, en notre nom, de consentir aux exactions et aux crimes qui sont commis. Ce qui est en cours, je veux aussi poser ces mots, parce que les mots sont extrêmement importants dans la manière dont nous présentons la cause palestinienne. Et c'est en cela que j'avais dit tout au long de la campagne que ce que nous menons, c'est aussi une bataille de narratif. Ce qui est en cours pour le peuple palestinien, ce ne sont pas des crimes ou des actes isolés. C'est une logique de nettoyage ethnique qui a commencé en 1948, dont a été victime ma famille, et ça a été dit par d'autres Palestiniens. Nous avons été nombreux à être victimes de cette logique de nettoyage ethnique. Et c'est cette logique de nettoyage ethnique qui est aujourd'hui en cours et qui s'exprime par le génocide qui est en cours à Gaza et une colonisation de peuplement en Cisjordanie. J'ai fait partie de ceux, et la France Insoumise l'a dit à plusieurs reprises, si nous n'arrivons pas à gagner ce rapport de force pour Gaza, la prochaine étape pour Israël, ça sera la Cisjordanie. Et ce qu'on a fait au peuple palestinien à Gaza, c'est-à-dire l'anéantir, bien qu'il résiste, il faut honorer cette résistance, la prochaine étape, ça sera la Cisjordanie, et c'est ce qui se passe actuellement. Ça a été relayé par la FPS et par d'autres organisations. Il y a eu 2 fois plus de prisonniers palestiniens depuis le cessez-le-feu que ceux qui ont été libérés. C'est vous dire le cynisme du régime israélien et des interlocuteurs auxquels nous avons affaire. Donc, cette bataille, il faut absolument qu'on la maintienne. Je sais que tout le monde est fatigué, que nous sommes épuisés d'avoir affaire à des politiques qui restent sourds, et notamment en France. Mais nous devons maintenir ce rapport de force, et donc la bataille, en réalité, elle doit continuer. Nous ne devons pas baisser les bras sous prétexte que les armes se sont tues. Je vous remercie. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas répéter ce que vient de dire Rima, juste quelques points. Il y a un an, quasiment jour pour jour, je menais la seule délégation de parlementaires nationaux qui a été à la frontière avec Gaza, du côté de Rafah, pour exiger le cessez-le-feu. Je dois dire qu'au moment où j'y étais, fin janvier, début février, pas un instant, je n'ai imaginé qu'il faudrait attendre un an pour qu'un semblant
de cessez-le-feu soit appliqué sur le terrain. Je ne l'imaginais pas parce que le risque génocidaire était déjà évident. Je ne l'imaginais pas parce que malgré les massacres du 7 octobre, tous les éléments prouvant qu'en réalité Benjamin Netanyahou ne poursuivait pas un acte de vengeance, mais l'éradication de l'entité palestinienne à Gaza étaient sur la table. Et je pensais, de manière bien naïve, que la communauté internationale ferait suffisamment pression pour imposer un cessez-le-feu. Un an après, le génocide s'est poursuivi, 46 000 morts et beaucoup plus si on tient compte des victimes indirectes. 66% du territoire de Gaza détruit. Et il ne faut pas l'oublier non plus, ce que disait Rima, c'est-à-dire une colonisation accrue, à l'inverse de tout droit international en Cisjordanie. Un État qui également, à l'inverse de droit international, a envahi son voisin, c'est-à-dire le Liban, et également eu des rentrées militaires meurtrières en Syrie. Un an, et il a fallu un an pour que des choses commencent à bouger. Alors à partir de là, oui, il faut continuer à se mobiliser d'abord parce que ça a été dit, tout ça est très temporaire. On compte par dizaines depuis le cessez-le-feu les morts palestiniens à Gaza, parce qu'on sait que tout cela est très fragile. La mobilisation doit donc se poursuivre comme elle s'est poursuivie, c'est-à-dire dans l'unité, c'est notre bien le plus précieux. La deuxième chose, c'est que nous devons avoir des exigences. La première, c'est qu'il faut que le droit humanitaire puisse rentrer à Gaza sous contrôle palestinien. Ça veut dire, pour commencer, que l'UNRWA doit avoir non seulement le droit de revenir à Gaza, mais ça veut dire aussi que l'UNRWA doit avoir les moyens financiers. Au moment où je vous parle, Trump a décidé de cesser tout financement de l'UNRWA. C'est un tiers du financement de l'UNRWA. Et la France, au moment où je vous parle, dans le budget qui est en train d'être discuté, a réduit son financement pour l'UNRWA. Il faut exiger du gouvernement français qu'il fasse plus. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, il va falloir financer aussi la reconstruction de Gaza, qui aujourd'hui, de manière littérale, est invivable. La troisième chose, c'est qu'il faut maintenant des démarches pour la paix, mais aussi pour construire une Palestine indépendante sous le contrôle des Palestiniens. De mon côté, je le dis, je me prépare comme il y a un an, avec des parlementaires, à organiser un déplacement à Gaza aussi vite que possible, soit dès fin février, début mars, de façon à aller dire ces exigences à Gaza, voir ce qui se passe et amener notre solidarité au peuple palestinien. Palestine vaincra, Palestine vivra.